Mon fiancé a annulé notre dîner d'anniversaire. 2 heures plus tard, je l'ai vu demander ma cousine en mariage à la télévision en direct. Je n'ai pas pleuré et 2 jours plus tard, j'ai tendu des pièges. Le verre de champagne s'est brisé contre l'écran de télévision, laissant des fragments déchiquetés éparpillés sur mon parquet comme les morceaux de mon cœur brisé. Mais ce n'était rien comparé à ce que j'allais leur faire, à eux deux. Je suis resté figé dans mon salon, regardant le liquide ambré couler le long de l'écran fissuré où le visage de Maxime Chevalier se trouvait quelques secondes auparavant. Son sourire, son rire. Leurs mains entrelacées tandis que des confettis tombaient autour d'eux lors de la grande ouverture du nouvel hôtel central, le même hôtel où nous étions censés célébrer notre 5e anniversaire ce soir. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous regarde. Et si c'est la première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Il y a 2 heures, il m'avait appelé avec ce ton de déception bien rodé. Chérie, je suis tellement désolé. Urgence au travail. Reportons le dîner. Tu sais comment sont ces événements d'entreprise. Événements d'entreprise. Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche tandis que je regardais la destruction que j'avais causée. Ma cousine Romane Mercier, la douce, l'innocente Romane, qui avait pleuré sur mon épaule le mois dernier encore à cause de son propre chagrin, portait maintenant un toast avec mon fiancé à la télévision en direct. La bannière derrière eux indiquait célébration grande ouverture, et l'horodatage montrait que cela se passait en ce moment même. En ce moment même, pendant que j'étais assise seule dans la robe que j'avais achetée spécialement pour ce soir, la soie rouge collait à mon corps comme une seconde peau, Maxime disait toujours que le rouge était sa couleur préférée sur moi. L'ironie ne m'échappait pas maintenant. Rouge pour danger. Rouge pour vengeance. Mes mains tremblaient en prenant mon téléphone sur la table basse. 17 appels manqués de ma meilleure amie Adèle Rousseau. 3 SMS de ma sœur Gaëlle Vignon demandant pourquoi je n'étais pas encore au dîner. Et un message d'un numéro inconnu qui m'a glacé le sang. Je pensais que tu devrais savoir. Ils se rencontrent tous les mardis depuis 3 mois. Café avenue des Tilleuls. Une amie. 3 mois. Pendant que je planifiais notre mariage, goûtant des gâteaux, rêvant de notre avenir, ils construisaient leur propre monde secret. Tous les mardis, lorsque Maxime prétendait avoir des réunions tardives. Tous les mardis, lorsque Romane disait faire des heures supplémentaires à sa boutique, je me suis effondré sur mon canapé en cuir, le même canapé où Maxime m'avait demandé en mariage il y a 18 mois, le souvenir m'a frappé de plein fouet. Il s'était agenouillé juste ici, à cet endroit exact, me promettant l'éternité. La bague captait toujours la lumière de la télévision, son diamant reflétant maintenant l'écran fracturé comme un kaléidoscope de promesses brisées. Mon téléphone a vibré. Adèle encore. Ma chérie, où es-tu? Nous sommes chez Pierre à t'attendre avec Maxime. L'hôtesse dit que vous ne vous êtes jamais présenté pour votre réservation. J'ai tapé avec des doigts tremblants. Il a annulé. Urgence au travail. La réponse est venue immédiatement. Quoi? C'est horrible. Je viens te voir avec de la glace et du vin? Adèle n'avait aucune idée que mon monde entier venait de s'effondrer en haute définition, diffusé pour tout le centre-ville. J'ai regardé à nouveau la télévision où les informations étaient passées au bulletin météo. Mais je pouvais toujours les voir dans mon esprit. La main de Maxime sur le bas du dos de Romane. La façon intime dont ils se penchaient l'un vers l'autre. La joie assortie sur leur visage. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. C'était répété, confortable, réel. Mon appartement semblait soudain étouffant. Les murs semblaient se refermer, décorés de photos de Maxime et moi à différentes étapes. Nos premières vacances à la montagne. Sa fête d'anniversaire l'année dernière où je l'avais surpris avec des billets pour voir son groupe préféré. Noël matin où il m'avait offert un collier et promis que ce serait notre dernier Noël en tant que couple non marié. Tous des mensonges, de beaux mensonges élaborés enveloppés dans des déclarations d'amour. J'ai marché jusqu'à ma chambre, chaque pas mesuré et délibéré. La robe que j'avais prévu de porter au restaurant était accrochée à la porte du placard, un vert émeraude profond qui complétait mes yeux. Maxime ne l'avait jamais vue. Maintenant, il ne la verrait jamais. Dans le tiroir de ma commode, sous des foulards de soie et des bijoux fantaisie, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un petit carnet noir où je notais les informations importantes. Mots de passe, numéro de compte, et autre chose. Quelque chose que j'ai découvert par accident il y a 8 mois et que j'avais rangé sans trop y penser.
Le mot de passe de l'email de Maxime. Il m'avait demandé de vérifier son emploi du temps une fois lorsque son téléphone était déchargé. Et je l'avais regardé le taper. De vieilles habitudes de mes jours dans la sécurité d'entreprise me faisaient me souvenir de ces choses automatiquement. Je ne l'avais jamais utilisé, je n'y avais même plus pensé jusqu'à maintenant. Mais maintenant, assis sur mon lit avec mon ordinateur portable chauffant mes cuisses, j'y ai réfléchi très attentivement. Le système de messagerie s'est ouvert facilement. Trop facilement. Maxime avait toujours été négligent en matière de sécurité, un trait qui me le rendait autrefois cher. Pourquoi quelqu'un voudrait-il pirater l'email d'un directeur d'hôtel? Il riait quand je suggérais d'utiliser des mots de passe plus forts. Maintenant, je savais pourquoi quelqu'un pourrait vouloir faire exactement cela. J'ai commencé par son dossier envoyé, cherchant le nom de Roman. Rien. Trop prudent pour ça. Mais j'avais d'autres moyens. J'ai cherché un mardi, et mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que des dizaines de mails apparaissaient. Confirmation de réunion qui n'existait pas. Note de frais pour des déjeuners non liés au travail. Réservation d'hôtel faite sous de faux noms. L'hôtel des artistes, tous les mardis après-midi, chambre 237. Ils avaient été intelligents, ou le pensaient, mais ils avaient laissé une traînée de miettes numériques qui peignait un tableau de tromperie systématique. Pire que la trahison physique, c'était la nature calculée de celle-ci. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur due à l'alcool. C'était une relation, une vraie relation avec mon fiancé et ma propre famille. J'ai continué à creuser. Des relevés de cartes de crédit montraient des dîners dans des restaurants chers les soirs où Maxime prétendait être trop fatigué pour m'emmener dehors. Des achats de bijoux que je n'avais jamais reçus. Un reçu d'un magasin de lingerie daté de la semaine dernière, le même jour où Maxime était rentré à la maison et m'avait fait l'amour avec ce que je croyais être une passion renouvelée. La lingerie n'était pas pour moi. L'écran de mon ordinateur portable s'est brouillé alors que les larmes sont finalement venues. Pas les larmes douces de la tristesse, mais les larmes chaudes et furieuses de l'humiliation et de la rage. J'avais été complètement et totalement dupé par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Mais en essuyant mes yeux et en continuant à faire défiler la vie numérique de Maxime, quelque chose a changé en moi. Le poids écrasant de la trahison a commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de plus dur, plus froid, plus concentré. J'ai trouvé ce que je cherchais dans son calendrier. Pas seulement les fausses réunions, mais aussi les vraies. Demain soir, Maxime avait une présentation au conseil d'administration. L'examen trimestriel qui déterminerait sa promotion au poste de directeur régional. La promotion pour laquelle il travaillait depuis 2 ans. La promotion qui s'accompagnerait d'une augmentation de salaire de 40% et du respect qu'il désirait tant de son père, qui n'avait jamais pensé que Maxime était assez ambitieux. Cette présentation signifiait tout pour lui. Absolument tout. J'ai souri pour la première fois depuis que je les avais vus à la télévision. Ce n'était pas un sourire agréable. Le site web de l'hôtel des artistes était étonnamment convivial. Il proposait des réservations en ligne et n'exigeait pas de carte de crédit pour garantir une réservation, juste un nom et un numéro de téléphone. J'ai fait une réservation pour demain après-midi. Chambre 237 sous le nom de Roman Dupont. Ensuite, j'ai rouvert l'email de Maxime et j'ai composé un message à Roman depuis son compte. J'ai hâte de te voir demain. Même heure, même endroit. J'ai une surprise pour toi. M. Je l'ai programmé pour être envoyé à 7 heures du matin, lorsque Maxime serait en réunion matinale et ne remarquerait pas le message sortant. Phase interminée. Le lendemain matin est arrivé, gris et pluvieux, assorti parfaitement à mon humeur. J'ai à peine dormi, mon esprit tourbillonnant de plans et de contingences. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail, ce que je ne faisais jamais, et j'ai passé la matinée à faire des recherches. La présentation de Maxime était prévue à 18 heures dans la salle de conférence principale du groupe Horizon. Le conseil d'administration comprenait son patron, Monsieur Beaumont, ainsi que 5 autres cadres qui voteraient sur sa promotion. Je savais cela parce que Maxime en était obsédé depuis des semaines, répétant son discours devant le miroir de notre salle de bain chaque matin. Je savais aussi que la boutique de Roman fermait à 17 heures le mercredi, ce qui lui laissait amplement le temps de rencontrer Maxime à l'hôtel avant sa présentation. S'ils suivaient leur schéma habituel, ils seraient à l'hôtel des artistes vers 17h30. À midi, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel. L'hôtel des artistes était un de ces charmants vieux bâtiments qui avaient été convertis en hôtel-boutique. Tout en briques apparentes et éclairage tendance.
Le genre d'endroit que Maxime et moi aurions pu choisir pour une escapade romantique. L'ironie était suffocante. Je me suis garé en face et j'ai attendu. À 13 heures, j'ai vu le chariot de ménage au 2e étage. Timing parfait. La réceptionniste était une jeune femme aux cheveux violets et à plusieurs piercings qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Je dois vérifier la chambre 237, lui ai-je dit. Je crois que j'ai oublié mes boucles d'oreilles hier. Elle m'a regardé avec scepticisme. Vous avez séjourné en 237 ? Mon petit ami l'a réservé. Maxime Dubois, j'ai utilisé un faux nom pour le confondre si nécessaire, nous avons quitté ce matin, mais je viens de réaliser que les perles de ma grand-mère ne sont pas dans ma boîte à bijoux. La reconnaissance a vacillé dans ses yeux. Maxime était mémorable, grand, brun, avec le genre de sourire confiant qui donnait envie aux employés de l'aider. Oh, oui. Il est souvent ici, a-t-elle dit. Mais le ménage nettoie cet étage en ce moment. C'est parfait. Je vais juste monter et vérifier avec eux. Elle a haussé les épaules et m'a tendu une carte clé temporaire. Ramenez-la quand vous aurez fini. La chambre 237 était nettoyée par une femme d'une 50aine d'années qui parlait peu l'anglais mais comprenait le langage universel d'un billet de 20 €. Elle m'a laissé entrer dans la chambre et a continué son travail pendant que je cherchais mes boucles d'oreilles. La chambre était exactement ce à quoi je m'attendais. Un grand lit avec des draps froissés que le ménage était en train de changer. Une bouteille de vin dans un seau à glace près de la fenêtre. Des pétales de rose sur la table de chevet qui étaient balayés dans un sac poubelle. Mais ce que je voulais vraiment, c'était l'information que j'ai trouvée dans le dossier des services aux clients de la chambre. Le mot de passe Wi-Fi, le menu du service d'étage, et surtout, la politique de l'hôtel concernant l'accès aux chambres. Les cartes clés étaient programmées pour fonctionner jusqu'à l'heure de départ le lendemain, permettant les départs tardifs. J'ai empoché la carte clé du séjour d'hier que le ménage avait laissée sur la commode, glissé un autre billet de 20 € à la femme de ménage, et je suis parti. Phase 2 terminée. Cet après-midi-là, j'ai visité 3 magasins différents. Le magasin d'électronique où j'ai acheté une petite caméra sans fil avec une application smartphone. Le magasin de fourniture de bureau où j'ai acheté une imprimante portable et du papier spécial. Et enfin, le magasin de costumes où j'ai loué une perruque et des lunettes qui changeraient mon apparence juste assez. À 16 heures, j'étais de retour à l'hôtel des artistes déguisés et portant un grand sac à main qui contenait tout ce dont j'avais besoin. La réceptionniste aux cheveux violets était partie, remplacée par un homme plus âgé qui n'a pas levé les yeux de ses papiers lorsque je suis entré dans le hall et me suis dirigé vers l'ascenseur. La chambre 237 semblait exactement comme avant, fraîchement nettoyée et prête pour ses prochains occupants. J'ai installé la caméra sans fil dans la grille d'aération au-dessus du lit, l'orientant pour capturer toute la pièce. Le flux était directement diffusé sur mon téléphone, parfaitement clair et idéalement positionné. Ensuite, je me suis installé pour attendre. À 17h35, mon téléphone a vibré avec des alertes de mouvement de la caméra. J'ai regardé depuis ma voiture de l'autre côté de la rue Maxime et Roman entrer dans la chambre, leur intimité familière me retournant l'estomac. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance d'un couple établi. Roman accrochant son sac à main à la chaise pendant que Maxime ouvrait le vin qu'ils avaient apporté. Ils parlaient et riaient, complètement à l'aise dans leur monde secret. Je ne pouvais pas entendre l'audio via la caméra, mais je pouvais voir Roman montrer quelque chose à Maxime sur son téléphone, probablement des photos de l'événement d'hier soir. Ils avaient l'air si heureux, si naturels ensemble, si complètement inconscients que leur monde était sur le point de prendre fin. J'ai attendu 20 minutes, assez longtemps pour qu'ils se sentent à l'aise, puis j'ai agi. Le hall de l'hôtel était plus animé maintenant avec les clients qui s'enregistraient pour la soirée. J'ai marché d'un pas confiant vers l'ascenseur, mon déguisement et mon allure déterminée me rendant invisible pour le personnel. Juste une autre cliente se dirigeant vers sa chambre. J'ai utilisé la carte clé que j'avais prise au ménage. Elle a fonctionné parfaitement. J'ai frappé à la porte de la chambre 237. 3 coups doués assurés. Service d'étage, ai-je appelé d'une voix légèrement modifiée. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur, des conversations murmurées, puis la voix de Maxime. Nous n'avons rien commandé. Service de champagne, offert par la direction de l'hôtel, ai-je répondu. Nous célébrons notre grande réouverture cette semaine. D'autres conversations murmurées. Puis des pas s'approchant de la porte. Maxime a ouvert, portant un peignoir de l'hôtel, les cheveux humides et le visage rougi.
Il a eu l'air confus en me voyant debout là avec un seau à glace et une bouteille de champagne que j'avais pris sur le chariot du ménage. Aurélie. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que tu? Comment as-tu? Surprise, ai-je dit doucement, le dépassant pour entrer dans la chambre. Romane était assise sur le lit dans un déshabillé en soie, ses jambes repliées sous elle. Quand elle m'a vu, elle a attrapé les draps pour se couvrir, la bouche ouverte de choc. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Aurélie, je peux expliquer. Tu peux? J'ai posé le seau à glace sur la commode et je me suis tourné pour leur faire face à tous les deux. Ça va être intéressant. Maxime a retrouvé sa voix le premier. Aurélie, écoute-moi. Ce n'est pas ce que ça en a l'air. J'ai ri. Vraiment ri. Vraiment? Parce que ça ressemble à mon fiancé et à ma cousine ayant une liaison dans une chambre d'hôtel que tu loues tous les mardis depuis 3 mois. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils ont échangé des regards, une sorte de communication silencieuse passant entre eux. Finalement, Romane a parlé. Nous ne voulions pas que cela arrive. Quelle partie, ai-je demandé d'un ton conversationnel. La partie où tu couchais avec mon fiancé dans mon dos ou la partie où tu m'as laissé seul hier soir pendant que vous deux célébriez à la télévision en direct. Maxime s'est avancé, les mains levées comme pour approcher un animal dangereux. Aurélie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je t'aime. Vraiment. Mais Romane et moi, nous avons une connexion. Nous n'avions pas prévu ça. Une connexion? J'ai hoché la tête pensivement. C'est comme ça que tu appelles la tromperie et la trahison systématique? Parce que j'ai d'autres mots pour ça. Romane a commencé à pleurer alors. De grosses larmes dramatiques qui m'auraient ému il y a 6 mois. Je suis tellement désolé, Aurélie. Tu dois me croire. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal, ai-je dit doucement. Vous deux l'avez fait, délibérément. À plusieurs reprises. 4 mois. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Ils pouvaient se voir sur le lit. Les larmes de Romane, l'expression désespérée de Maxime, tout capturé en haute définition par la caméra que j'avais installée. Qu'est-ce que c'est? A demandé Maxime. Assurance, ai-je répondu. Vois-tu, je sais pour la présentation de demain soir, Maxime. La promotion pour laquelle tu travailles depuis 2 ans. Celle qui compte tout pour toi. Son visage est devenu encore plus pâle. Aurélie, quoi que tu penses. Je pense à quel point ton père serait déçu s'il savait que son fils trompait sa fiancée avec sa propre cousine. À quel point Monsieur Beaumont serait déçu s'il découvrait que son futur directeur régional a un caractère moral douteux. Tu ne ferais pas ça, a murmuré Romane. Je l'ai regardé avec une curiosité sincère. Pourquoi pas? Vous deux n'avez pas hésité à détruire ma vie. Pourquoi devrais-je hésiter à vous rendre l'appareil? Maxime tremblait maintenant. Aurélie, s'il te plaît. Je vais y mettre fin tout de suite. Nous ne nous reverrons plus jamais. Juste s'il te plaît, ne gâche pas ma carrière à cause de ça. Oh, Maxime. J'ai souri tristement. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une question de carrière. C'est une question de justice. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Vous avez jusqu'à 18h demain pour décider. Soit tu dis à Monsieur Beaumont et au conseil d'administration exactement quel genre d'homme tu es avant la présentation, soit je le ferai. Le choix t'appartient. Aurélie, attends. Mais j'étais déjà parti, les laissant nus et paniqués dans leur chambre secrète. Phase 3 terminée. Le lendemain soir, je me suis habillé soigneusement pour l'occasion. Robe noire, professionnelle mais élégante, boucle d'oreilles en perles qui appartenait à ma grand-mère, cheveux tirés en un chignon élégant. J'avais l'air de quelqu'un qui avait sa place dans une salle de conseil d'entreprise. Je suis arrivé au groupe Horizon à 17h45. 15 minutes avant l'heure prévue de la présentation de Maxime. Le hall était en marbre et en verre, tout en angle vif et en meubles chers conçus pour impressionner les clients et intimider les employés. J'ai demandé au gardien de sécurité d'appeler le bureau de Monsieur Beaumont. Je dois parler avec lui au sujet de Maxime Chevalier, ai-je dit à la réceptionniste. C'est urgent. J'ai des informations dont il a besoin avant la présentation de ce soir. 5 minutes plus tard, j'étais assise en face de Alexandre Beaumont dans son bureau d'angle. Il était exactement comme je l'avais imaginé. Cheveux argentés,
costume cher, le genre d'homme qui avait construit son succès en lisant les gens et en prenant des décisions difficiles. Mademoiselle Vignon, a-t-il dit, s'installant derrière son bureau. Je crois comprendre que vous avez des préoccupations concernant Monsieur Chevalier. J'en ai. J'ai posé un dossier en manie sur son bureau. Je pense que vous devriez voir ceci avant de prendre des décisions concernant sa promotion. À l'intérieur du dossier se trouvaient des captures d'écran imprimées de la caméra de l'hôtel, Maxime et Romane dans des positions compromettantes, le reçu du magasin de lingerie, les fausses confirmations de réunion, un calendrier détaillé de leur liaison de 3 mois. Monsieur Beaumont a examiné les documents sans commentaire, son expression devenant plus sombre à chaque page. Finalement, il m'a regardé. C'est assez complet, a-t-il dit. Puis-je vous demander comment vous avez obtenu ces informations? Maxime était mon fiancé, ai-je répondu simplement. Il était mon fiancé, et Romane est ma cousine. J'ai découvert leur liaison hier. Il a hoché la tête lentement. Je vois. Et vous avez estimé que l'entreprise devait le savoir. J'ai estimé que vous deviez connaître le caractère de l'homme que vous envisagez pour le poste de directeur régional. Quelqu'un qui peut mentir aussi systématiquement à la personne qu'il prétend aimer. Eh bien, j'imagine qu'il pourrait mentir tout aussi facilement à son employeur. Monsieur Beaumont est resté silencieux pendant un long moment, étudiant les photographies. Monsieur Chevalier doit présenter dans 10 minutes. Je sais. Cherchez-vous à vous venger, mademoiselle Vignon? La question m'a surprise par sa franchise. Je cherche la justice, monsieur Beaumont. Il y a une différence. Il a souri légèrement. Effectivement. À 18h exactement, je me suis retrouvé dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence. À travers les portes vitrées, je pouvais voir les membres du conseil prendre place. Maxime se tenait devant la salle, ajustant sa cravate et feuilletant ses documents de présentation. Il avait l'air confiant, préparé, complètement inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Monsieur Beaumont est entré dans la salle et a pris place à la tête de la table. Il a croisé le regard de Maxime et lui a fait signe de commencer. Bonsoir à tous, a dit Maxime, sa voix stable et professionnelle. Je vous remercie de cette opportunité de présenter ma vision pour le projet d'expansion régionale. Il a cliqué sur sa première diapositive, et je l'ai vu dans son élément, éloquent, passionné, convaincant. C'était le Maxime dont j'étais tombée amoureuse, celui qui pouvait charmer n'importe qui et rendre l'impossible inévitable. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié de lui. Puis je me suis souvenu du rire de Romane résonnant dans mon salon tandis que les verres de champagne tintaient à la télévision. Je me suis souvenu des reçus d'hôtel et des fausses réunions et des 18 mois de planification de mariage pendant qu'il construisait une vie secrète avec ma cousine. La présentation a continué pendant 20 minutes. Maxime était brillant, comme je le savais qu'il le serait. Il a répondu à chaque question avec confiance, a abordé chaque préoccupation avec des solutions détaillées. À la fin de sa présentation, je pouvais voir l'approbation sur le visage des membres du conseil. C'était ça. Le moment qui définirait son avenir. Monsieur Beaumont s'est levé. Merci, Maxime. C'était éclairant. Maxime a souri, pensant clairement qu'il avait réussi. Cependant, Monsieur Beaumont a poursuivi, avant de prendre notre décision finale, il y a autre chose dont nous devons discuter. Le sourire a disparu du visage de Maxime. Il m'est revenu que vous pourriez avoir des problèmes personnels qui pourraient mal refléter sur l'entreprise. Des problèmes impliquant la malhonnêteté et le caractère moral. Le visage de Maxime est devenu blanc. Monsieur, je ne comprends pas, Monsieur Beaumont a ouvert le dossier que je lui avais donné. Peut-être aimeriez-vous expliquer ces photographies, Monsieur Chevalier. La salle est devenue silencieuse. Maxime a fixé les images, sa bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson hors de l'eau. Un des membres du conseil s'est penché en avant pour mieux voir, puis s'est rassise avec une désapprobation évidente. Celles-ci ont été prises hier à l'hôtel des artistes, a poursuivi Monsieur Beaumont. La femme avec vous est la cousine de Mademoiselle Vignon. Mademoiselle Vignon est votre fiancée, n'est-ce pas? Les jambes de Maxime ont semblé le lâcher. Il s'est effondré dans la chaise derrière lui, ses mains tremblant. Monsieur Beaumont, je peux expliquer. Tu peux? Parce que ce que je vois ici, c'est un schéma de tromperie qui s'étend sur 3 mois. Fausse confirmation de réunion, note de frais frauduleuses, utilisation du temps et des ressources de l'entreprise pour faciliter une liaison personnelle. Les mots ont frappé Maxime comme des coups physiques.
J'ai regardé à travers la vitre tandis que ses rêves s'effondraient en temps réel. En outre, Monsieur Beaumont a dit, si vous êtes capable de ce niveau de malhonnêteté systématique avec quelqu'un que vous prétendez aimer, comment pouvons-nous vous faire confiance avec les opérations régionales et un budget de plusieurs millions d'euros? Maxime a essayé de parler, mais aucun mot n'est venu. Un autre membre du conseil s'est raclé la gorge. Je pense que nous en avons vu assez, a-t-il dit. Maxime, vous n'êtes manifestement pas prêt pour ce niveau de responsabilité. Nous devrons discuter de votre avenir avec l'entreprise, a ajouté un autre membre du conseil. Ce genre de comportement reflète mal sur nous tous. Maxime a finalement retrouvé sa voix. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. C'était une erreur. J'aime Aurélie. J'allais y mettre fin. Tu allais le faire, a demandé Monsieur Beaumont, parce que selon vos registres de mai, vous avez envoyé un message à votre compagne ce matin lui demandant de vous retrouver aujourd'hui. J'ai dû couvrir ma bouche pour cacher mon sourire. Le faux email que j'avais envoyé depuis le compte de Maxime avait parfaitement fonctionné. Ce n'était pas moi, a protesté Maxime. Quelqu'un d'autre a dû. Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase, ses yeux s'écarquillant. À travers la vitre, nos regards se sont croisés dans le couloir. Je lui ai fait un petit signe de la main. La compréhension a illuminé son visage comme un lever de soleil. La chambre d'hôtel, la caméra, les preuves parfaitement synchronisées. Ce n'était pas un accident ni de la malchance. C'était une vengeance, soigneusement planifiée et exécutée sans faille. Monsieur Beaumont a suivi le regard de Maxime et m'a vu debout dans le couloir. Il a légèrement hoché la tête. Courtoisie professionnelle d'une tacticienne à un autre. Je pense que cette réunion est terminée, a-t-il annoncé. Maxime, veuillez vider votre bureau demain matin. La sécurité vous escortera dehors. Maxime s'est levé sur des jambes tremblantes, rassemblant ses documents de présentation avec des mains qui ne cessaient de trembler. Tandis qu'il marchait vers la porte, il s'est arrêté devant moi. Depuis combien de temps savais-tu, a-t-il murmuré. Assez longtemps, ai-je répondu. Ça va me détruire. Oui, ai-je dit simplement. Ça le fera. Il m'a regardé fixement pendant un long moment, me voyant peut-être clairement pour la première fois depuis des mois. Je t'aimais, a-t-il dit. Tu sais. J'ai dit que tu aimais l'idée de moi. Le choix sûr. La femme qui planifierait ton mariage et élèverait tes enfants et ne remettrait jamais en question où tu allais les mardis après-midi. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis désolé. Je sais que tu le hais. Mais désolé ne répare pas 3 mois de mensonges. Désolé ne me rend pas les nuits que j'ai passées seul pendant que tu étais avec elle. Désolé ne répare pas la confiance que tu as brisée. La sécurité est arrivée alors. 2 hommes en uniforme qui ont encadré Maxime tandis qu'il rassemblait ses affaires. Je l'ai regardé s'éloigner, les épaules affaissées, sa carrière ruinée, son avenir incertain. Je me sentais vide, pas triomphante, pas satisfaite, juste vide. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, quelque chose d'autre a commencé à remplir le vide où ma colère se trouvait. Soulagement. Pur. Pur soulagement de ne plus jamais avoir à me demander où Maxime se trouvait les mardis après-midi. De ne plus jamais avoir à faire semblant de ne pas remarquer les reçus qui ne correspondaient pas à ces histoires. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon allée. Le nom d'Adèle est apparu sur l'écran. J'ai laissé la messagerie vocale. Puis j'ai appelé Adèle. C'est fini, lui ai-je dit quand elle a répondu. Qu'est-ce qui est fini? Tout. Maxime. Le mariage. Tout. J'expliquerai plus tard, mais il faut que tu saches que je vais bien. Je vais vraiment bien. Il y a eu un silence à l'autre bout. Tu veux que je vienne te voir? Oui, ai-je dit, mais pas avec de la glace et du vin. Apporte un coupe-boulon et des sacs poubelles. J'ai une bague de fiançailles à rendre et beaucoup de photos à jeter. J'arrive. Je suis resté dans ma voiture quelques minutes de plus, regardant mon immeuble. Demain, je recommencerai à zéro. Nouveau travail, peut-être nouvelle ville, certainement nouvelle vie construite sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Mais ce soir, je ferai le deuil de ce que j'avais perdu et célébrerai ce que j'avais gagné. La vérité faisait mal, mais elle m'avait aussi libéré. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu les nouvelles sur Maxime Chevalier. Je pensais que tu devrais savoir que tu n'étais pas la seule. Une amie.
J'ai supprimé le message sans le lire 2 fois. Je n'avais pas besoin de connaître les autres secrets de Maxime. Ce n'était plus mon problème. En marchant vers mon appartement, j'entendais les sirènes au loin, le son d'une ville qui ne dormait jamais. Quelque part dehors, Maxime était probablement assis dans un bar, noyant son chagrin. Quelque part ailleurs, Romane pleurait sur son oreiller, se demandant comment tout avait pu si mal tourner, si vite. Mais j'étais ici. Entière et libre et enfin éveillée après des mois passés à vivre un beau mensonge. La vengeance était complète. Mais plus important encore, moi aussi j'étais complète. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Monsieur Beaumont. « Mademoiselle Vignon », a-t-il dit. « J'ai une proposition pour vous. » J'étais dans la cuisine de Gaël, l'aidant à planifier son propre mariage, un vrai, construit sur l'honnêteté et la confiance. « J'écoute », ai-je dit. « Nous avons un poste vacant dans notre division de sécurité d'entreprise. Quelqu'un avec vos compétences d'enquêtrice pourrait nous être très utile. Le poste est assorti d'une augmentation de salaire significative et de la possibilité de déménager dans notre bureau de la côte ouest. » J'ai regardé par la fenêtre de Gaël la ville que j'avais appelée ma maison pendant 5 ans. La ville où Maxime et moi avions construit notre vie ensemble. La ville qui renfermait maintenant trop de souvenirs. « Quand est-ce que je commence ?» ai-je demandé. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau surplombant l'océan Pacifique, examinant des dossiers de personnel pour identifier les risques potentiels en matière de sécurité. C'était un travail fascinant, et j'étais doué pour ça. Apparemment, les compétences que j'avais utilisées pour détruire la vie de Maxime se traduisaient bien dans la protection des entreprises contre les employés malhonnêtes. Mon assistante a frappé à la porte. « Mademoiselle Vignon, quelqu'un est là pour vous voir. » Dit que c'est personnel. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, curieuse. J'avais noué peu de relations personnelles depuis mon déménagement en Californie, préférant me concentrer sur la reconstruction de ma vie plutôt que d'expliquer mon passé. « Faites-le entrer », ai-je dit. À ma complète surprise, Romane a franchi la porte de mon bureau. Elle avait l'air terrible. Mince, pâle, avec des cernes sombres sous les yeux que le maquillage ne pouvait cacher. Elle portait les mêmes vêtements que je l'avais vue porter à la télévision il y a 6 mois, mais il lui allait différemment maintenant, comme si elle avait perdu du poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. « Bonjour, Aurélie », a-t-elle dit doucement. Je me suis appuyé dans ma chaise, l'étudiant. C'est inattendu. Je suis venu m'excuser. Vraiment ? Elle a hoché la tête, des larmes se formant déjà dans ses yeux. Et pour te dire ce qui s'est réellement passé. Ce que tu ne sais pas, je sais assez. Non, a-t-elle dit fermement. Tu ne sais pas. Elle s'est assise en face de mon bureau sans y être invitée, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas attendu. Pas seulement de la culpabilité ou de la tristesse, mais de la peur. Maxime t'a menti à propos de nous. Elle a dit à propos de la façon dont ça a commencé. J'ai attendu. Il m'a dit que vous étiez déjà séparés. Que vous restiez juste fiancés pour les apparences jusqu'après la promotion. Il a dit que tu voyais quelqu'un d'autre et que vous aviez convenu de mettre fin aux choses discrètement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac et tu l'as cru. Je voulais le croire, a-t-elle admis. J'étais amoureuse de Maxime depuis le lycée, bien avant que vous vous rencontriez. Quand il a dit que tu ne l'aimais plus, j'ai cru que j'avais enfin ma chance. La pièce était silencieuse, sauf le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas de ma fenêtre. Il m'a montré des messages textes. Romane a poursuivi, des captures d'écran de conversation où tu lui aurais soi-disant dit que tu voulais partir mais que tu devais attendre le bon moment. Il a dit que tu étais soulagé qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre. C'était des faux, ai-je dit. Je sais ça maintenant, mais à l'époque, il semblait réel. Il est doué pour ça. Manipuler la technologie, faire passer les mensonges pour la vérité. J'ai pensé aux fausses confirmations de réunion, aux notes de frais soigneusement trafiquées. Maxime avait effectivement été doué pour la tromperie numérique. Quand as-tu découvert la vérité, ai-je demandé. La nuit où tu nous as confrontés à l'hôtel. Après ton départ, Maxime s'est effondré. Il a tout avoué. A dit qu'il nous avait dit à toutes les deux ce que nous voulions entendre, nous manipulant l'une contre l'autre. Romane a essuyé ses yeux avec un mouchoir qui avait connu des jours meilleurs. Il n'a jamais eu l'intention de te quitter, Aurélie. Il voulait nous deux. La fiancée stable et l'aventure excitante.
Il pensait pouvoir nous gérer toutes les deux indéfiniment. Le froid dans mon estomac se répandait. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que ce que tu lui as fait, cela a complètement détruit sa vie. Il a perdu son emploi, évidemment. Mais ensuite, l'histoire s'est ébruitée. Réseaux sociaux, nouvelles locales, partout. Personne dans l'industrie ne veut l'embaucher maintenant. Il travaille dans la construction au salaire minimum et vit dans un studio. Bien, ai-je dit sans hésitation. Romane a semblé surprise par mon manque de sympathie. Mais il y a plus, a-t-elle poursuivi. Il me blâme pour tout. Il dit que si je n'avais pas été aussi évidente à l'ouverture de l'hôtel, tu n'aurais jamais découvert. Il a intensifié ses actions. Comment? Il me suit, se présente à ma boutique à l'heure de fermeture. Il laisse des messages. Il dit que c'est ma faute. Sa vie est ruinée, et je dois arranger ça. Je me suis penché en avant. Il t'a menacé? Pas directement, mais la semaine dernière, quelqu'un a cambriolé mon appartement. Rien n'a été volé, mais des choses ont été déplacées, réarrangées. Et hier, j'ai trouvé ceci sur ma voiture. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Quelqu'un avait gravé un message sur la peinture de sa voiture. Arrange ça ou sinon? J'ai examiné l'image. Mon esprit travaillait déjà. As-tu appelé la police? Et leur dire quoi? Que mon ex-amant me harcèle peut-être. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de menace directe, pas de preuve que c'était lui. Ils ne peuvent rien faire à moins qu'il ne me fasse réellement du mal. La peur dans sa voix était réelle. Quoi que Maxime soit devenu dans les mois suivant sa chute, cela avait assez effrayé Romane pour qu'elle traverse le pays en quête d'aide. « Que veux-tu de moi ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas » a-t-elle admis. « Peut-être que je voulais juste que tu saches que ce que nous t'avons fait, c'était mal, mais ce n'était pas ce que tu crois. Maxime nous a manipulés toutes les deux. Cela ne rend pas les choses acceptables. Non, ça ne l'est pas. Mais peut-être que ça rend les choses compréhensibles. J'ai regardé ma cousine pour la première fois depuis quelques mois. Elle était brisée. Pas seulement triste ou coupable, mais fondamentalement brisée d'une manière qui me rappelait moi-même dans les premiers jours après avoir découvert la liaison. Où loges-tu? Ai-je demandé. Un hôtel en centre-ville. Je repars demain matin en avion. J'ai pris une décision qui nous a surprises toutes les deux. Annule ton vol. Reste avec moi ce soir. Nous devons parler. Mon appartement à Cannes était bien loin de l'endroit que j'avais partagé avec Maxime. Lignes épurées, vue sur l'océan, meubles qui n'avaient jamais été touchés par les mensonges ou les promesses brisées. Romane s'est assise sur mon canapé en cuir blanc, ayant l'air petite et perdue sur le revêtement coûteux. J'ai fait du thé, quelque chose que j'avais appris à faire dans les mois qui ont suivi l'implosion de ma vie. Un petit rituel qui m'aidait à calmer mon esprit. Dis-moi plus sur le comportement de Maxime, ai-je dit, m'installant en face d'elle avec ma tasse. Au cours des 2 heures suivantes, Romane a brossé le portrait d'un homme que je reconnaissais à peine. Le Maxime que j'avais connu était charmant, confiant, prospère. Ce nouveau Maxime était en colère, amer, rongé par le blâme envers tout le monde sauf lui-même. Il dit que tu as détruit sa vie par méchanceté. Romane a expliqué que tu aurais pu simplement le quitter tranquillement, mais que tu avais choisi de le ruiner à la place. J'ai choisi de dire la vérité, ai-je corrigé. Il y a une différence. Je le sais. Mais Maxime, il a réécrit l'histoire dans sa tête. Tu es la méchante maintenant. Je suis la faiblesse qui a conduit à sa chute. Il est la victime qui mérite la sympathie et les secondes chances. J'ai reconnu le schéma. Comportement narcissique classique. Une incapacité à accepter la responsabilité couplée à un besoin de blâmer les autres pour les conséquences de ses propres actions. Il t'a contacté directement, ai-je demandé. Constamment. Appels téléphoniques, SMS, email. Je l'ai bloqué partout, mais il crée de nouveaux comptes. Il veut que j'appelle ton ancien travail, que je leur dise que tu es instable. Il veut que je contacte Monsieur Beaumont et que je dise que tu as trafiqué les preuves d'une manière ou d'une autre. Et je lui ai dit que je ne le ferai pas. C'est là que le harcèlement s'est aggravé. J'ai posé ma tasse de thé et j'ai regardé l'océan qui s'assombrissait. Au loin, je pouvais voir les lumières d'un bateau de croisière se dirigeant vers l'horizon. Romane, ai-je dit lentement. Je crois que Maxime est plus dangereux que nous l'avions réalisé. Elle a hoché la tête.
Je le crois aussi. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Si quelqu'un sait comment l'arrêter, c'est vous. Le compliment m'a prise au dépourvu. Il y a 6 mois, j'étais une femme naïve qui planifiait un mariage avec un homme qui lui mentait quotidiennement. Maintenant, apparemment, j'étais quelqu'un vers qui les gens se tournaient lorsqu'ils avaient besoin de protection contre des hommes dangereux. J'ai peut-être une idée, ai-je dit. Mais c'est risqué, et cela nécessiterait que vous me fassiez entièrement confiance. Après ce que je vous ai fait, je ne mérite pas votre aide. Non. Non, ai-je acquiescé. Tu ne la mérites pas. Mais Maxime nous a manipulés toutes les deux, et maintenant, il dégénère en quelque chose qui pourrait vous causer de graves blessures. Je ne laisserai pas cela arriver. Pourquoi m'aideriez-vous après ce que j'ai fait? J'ai considéré la question. Parce que, malgré tout, tu es toujours de la famille, et parce que je comprends maintenant de quoi Maxime est capable. Ce qu'il nous a fait n'était que le début. Le lendemain matin, j'ai demandé une faveur à mon nouveau travail. La sécurité d'entreprise avait des liens avec des cabinets d'enquête privés, et j'avais besoin d'informations sur la situation actuelle de Maxime. Ce que j'ai appris était perturbant. Maxime n'avait pas seulement perdu son emploi, il avait tout perdu. Son appartement, sa voiture, ses économies. Le scandale l'avait suivi partout où il essayait de travailler. Mais plus inquiétant encore étaient les rapports récents, une ordonnance restrictive déposée par une autre ex-petite amie, des plaintes d'anciens collègues pour harcèlement, un schéma de comportement escalatoire qui suggérait que Maxime devenait réellement dangereux. Il est en pleine spirale, ai-je dit à Roman au petit déjeuner. Et dans sa tête, toi et moi sommes responsables de tout ce qui a mal tourné. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai sorti mon ordinateur portable et je lui ai montré ce sur quoi j'avais travaillé. Nous lui donnons exactement ce qu'il veut. À l'écran se trouvait un faux profil de réseau social que j'avais créé. Aurélie Vignon, dépressive et en difficulté dans sa nouvelle ville. Publication sur le regret, la solitude et les erreurs. Des photos suggérant que je buvais trop et que ma vie ne tenait qu'à un fil. Ce n'est pas réel, a dit Roman, faisant défiler les publications. Bien sûr que non. Mais Maxime le croira. Il veut penser que détruire sa vie a aussi détruit la mienne. Ce profil alimentera ce récit. Je lui ai montré la partie suivante de mon plan. Demain, tu vas publier quelque chose sur tes propres réseaux sociaux, quelque chose sur la façon dont tu te sens coupable, sur la façon dont tu aimerais pouvoir défaire les dégâts que nous avons causés. Tu vas taguer ce faux profil et t'excuser publiquement auprès de moi. Et ensuite nous attendons. Maxime le verra. Il surveille définitivement nos comptes de réseaux sociaux. Il te contactera, suggérant probablement que tu me contactes pour faire amende honorable. Tu accepteras à contre-cœur. Roman commençait à comprendre. Tu veux que j'organise une rencontre? Exactement. Mais pas n'importe quelle rencontre. Il y a un nouvel hôtel en centre-ville, le Zénith. Il dispose de systèmes de sécurité de pointe, et le propriétaire est un ami de mon patron. Nous pouvons contrôler l'environnement complètement. Qu'est-ce qui se passe quand Maxime se présente? J'ai souri, mais ce n'était pas une expression agréable. Maxime obtient exactement ce qu'il mérite. Mais cette fois, nous le faisons légalement. Le plan a pris 2 semaines à exécuter. Roman est rentrée chez elle et a joué son rôle à la perfection, publiant des messages soigneusement élaborés sur la culpabilité et le regret. En quelques heures, Maxime l'avait contacté via un numéro de téléphone anonyme, exactement comme je l'avais prédit. Il est désespéré de croire que je suis malheureuse, ai-je dit à mon patron, Monsieur Girard, tandis que nous examinions les images de vidéosurveillance du Zénith. Cela nourrit son besoin d'être la victime. Et vous êtes sûr qu'il viendra? Il viendra. Son ego ne le laissera pas rester à l'écart. La rencontre a été fixée un samedi après-midi au restaurant du Zénith. Suffisamment public pour sembler sûr, mais suffisamment privé pour que Maxime se sente à l'aise pour proférer des menaces. Ce que Maxime ne savait pas, c'est que chaque table du restaurant était équipée de micros, et que les caméras de sécurité capturaient tout en haute définition. Je suis arrivé en avance, habillé pour ressembler à mon faux profil de réseau social, légèrement négligé, fatigué, vaincu. J'ai choisi une table de coin où les caméras auraient le meilleur angle. Roman est arrivée exactement à l'heure, ayant l'air nerveuse, mais déterminée. Nous avions répété cette conversation une 12aine de fois. Merci d'être venu, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. Je sais que c'est difficile.
Je ne sais pas pourquoi je suis ici, ai-je répondu, jouant mon rôle. Rien de ce que vous direz ne changera ce qui s'est passé. Je sais, mais j'ai besoin que tu comprennes, Maxime nous a menti à toutes les deux. Il a manipulé la situation dès le début. Nous avons continué notre performance pendant 10 minutes, assez longtemps pour établir le récit. Puis Maxime est arrivé. Il avait l'air pire que ce à quoi je m'attendais. L'homme confiant et charmant que j'avais autrefois aimé avait disparu, remplacé par quelqu'un aux yeux creux et désespérés. Ses vêtements étaient bon marché, ses cheveux non lavés, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il approchait de notre table. Eh bien, a-t-il dit, sa voix portant un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Les deux femmes qui ont détruit ma vie. Maxime, a dit Roman avec prudence. Nous avions convenu que tu allais juste écouter. Nous avons convenu? Il s'est assis sans y être invité, ses yeux ne me quittant jamais. Tu as l'air d'un enfer, Aurélie. Bien. Je me sens comme en enfer, ai-je répondu honnêtement. Tout ce qui est arrivé, ça nous a tous détruits. Non, a dit Maxime fermement. Ça m'a détruit, moi. Vous deux vous sentez juste coupables. Il y a une différence. Pendant l'heure suivante, Maxime a exposé ses griefs. Comment j'avais ruiné sa carrière par méchanceté. Comment Roman avait été trop évidente à propos de leur liaison. Comment aucune de nous n'avait considéré les conséquences de nos actions. Je t'aimais, m'a-t-il dit, sa voix brisée. J'allais t'épouser, construire une vie avec toi, mais tu ne pouvais pas supporter le fait que j'étais aussi heureux avec Roman. Tu me trompais, ai-je dit. J'explorais mes options. La voix de Maxime a monté, faisant tourner d'autres convives vers nous. Les gens le font tout le temps. Tu aurais pu gérer ça comme une adulte, mais au lieu de ça, tu as choisi de tout détruire. Maxime, a dit Roman doucement. Tu nous as menti à toutes les deux. Tu m'as dit qu'elle ne t'aimait plus. Parce qu'elle ne le faisait pas. Maxime s'est tourné vers elle avec une fureur soudaine. Elle était froide, distante, plus intéressée par l'organisation d'un mariage que par la construction d'une relation. Tu étais chaleureuse, excitante, passionnée. J'avais besoin de vous deux. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations, ai-je dit. C'est comme ça que fonctionnent mes relations, a répondu Maxime. Et ça aurait parfaitement marché si tu n'avais pas été aussi vindicative. Le masque glissait. L'homme charmant et prospère dont j'étais tombé amoureuse se révélait être quelqu'un qui croyait sincèrement avoir le droit de tromper les gens qu'il aimait. Je veux que vous arrangiez ça, a-t-il poursuivi, se penchant en avant. Vous deux. Roman, tu vas appeler Monsieur Beaumont et lui dire qu'Aurélie a falsifié les preuves. Aurélie, tu vas contacter mes anciens collègues et expliquer que tu étais jalouse et rancunière. Et si on ne le fait pas? Ai-je demandé. Le sourire de Maxime était froid. Alors les choses vont devenir désagréables. Roman a déjà eu un avant-goût de ce dont je suis capable. Sa voiture, son appartement. Mais ce n'était que le début. Tu nous menaces, a demandé Roman. J'explique la réalité, a répondu Maxime. Vous deux avez détruit ma vie. Maintenant, vous allez l'arranger, ou je détruirai la vôtre. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti un dossier en manille. Je sais où tu habites, Aurélie. Bel appartement à Cannes, voiture chère, travail important. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à tout ça. À l'intérieur du dossier se trouvaient des photographies de mon immeuble, de ma voiture, de mon bureau. Il m'avait observé, traquant mes déplacements, apprenant mes habitudes. Et Roman, a-t-il poursuivi, cette petite boutique de toi marche bien. Dommage pour les violations du code de sécurité incendie que je pourrais avoir à signaler. Ou les irrégularités fiscales que je pourrais avoir à enquêter. Maxime, ai-je dit soigneusement. Tu parles de harcèlement et de traque. C'est illégal. Prouve-le, a-t-il défié. Prouve que j'ai pris ces photos. Prouve que j'ai cambriolé l'appartement de Roman. Prouve que j'ai rayé sa voiture. Tu ne peux pas, parce que je suis plus intelligent que vous deux. Mais il n'était pas plus intelligent que le système de sécurité qui enregistrait chaque mot. Vous avez une semaine, a dit Maxime, se levant. Arrangez ma vie ou je finirai de détruire la vôtre. Il s'est éloigné, nous laissant assises à table avec les photos étalées entre nous. Vous avez tout enregistré, ai-je demandé doucement. Chaque mot, est venu la réponse via mon oreillette. Parfaitement clair. 20 minutes plus tard,
Maxime a été arrêté sur le parking de l'hôtel. Les accusations étaient nombreuses. Harcèlement, menaces criminelles, effraction, et introduction par effraction. Les preuves étaient accablantes. Sa propre confession enregistrée, les photographies qu'il avait prises, le schéma de comportement escalatoire. J'ai regardé depuis la fenêtre du restaurant tandis qu'il le mettait à l'arrière d'une voiture de police. Il avait l'air confus, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment son plan parfait avait mal tourné. « C'est fini ?» a demandé Roman. « C'est fini ?» ai-je confirmé. Mais j'avais tort. Ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Maxime avait engagé un avocat cher qui a essayé de le dépeindre comme une victime de 2 femmes vindicatives. La stratégie aurait pu fonctionner sans la montagne de preuves contre lui. J'ai témoigné sur la liaison originale, la surveillance de l'hôtel, les fausses réunions. Roman a témoigné sur le harcèlement, les effractions, les menaces escalatoires. L'accusation a diffusé l'enregistrement de notre rencontre au Zénith. Les propres mots de Maxime le condamnant. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable de toutes les accusations. Maxime a été condamné à 3 ans de prison, suivi de 5 ans de liberté conditionnelle et d'une ordonnance restrictive permanente contre Roman et moi. Tandis qu'il l'emmenait menotter, il nous a regardés une dernière fois. Le sourire charmant avait disparu, remplacé par de la haine pure. « Ce n'est pas fini », a-t-il murmuré. Mais c'était fini. Finalement, complètement fini. Roman et moi sommes sortis du palais de justice ensemble, clignant des yeux sous le soleil de l'après-midi. Nous avions traversé l'enfer ensemble. D'abord comme victime de la manipulation de Maxime, puis comme allié pour le traduire en justice. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, on reconstruit, ai-je dit. Séparément. Mais honnêtement, cette fois, je pense à vendre la boutique, a dit Roman. Recommencer ailleurs. Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous sommes restés là un instant. 2 femmes qui avaient été ennemies et alliées, victimes et survivantes. Merci, a dit Roman finalement, pour m'avoir aidé, pour m'avoir cru, pour ne pas l'avoir laissé gagner. Merci d'avoir été assez courageuse pour témoigner, ai-je répondu. Pour m'avoir fait confiance alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir, et je savais que c'était vraiment un adieu. Cette fois, nous nous étions mutuellement aidés à traverser la pire période de nos vies, mais nous avions toutes 2 besoin d'avancer sans le rappel constant de ce que Maxime nous avait fait. Je suis rentré dans mon appartement à Cannes, regardant le coucher de soleil sur l'océan Pacifique. Demain, je retournerai travailler, aidant les entreprises à se protéger contre des gens comme Maxime. Je continuerai à construire ma nouvelle vie, basée sur la vérité et la force plutôt que sur les mensonges et la vulnérabilité. Mais ce soir, je célébrerai non pas la destruction de la vie de Maxime, qui ne m'apportait aucune joie, mais la reconstruction de la mienne, la découverte que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, la connaissance que je pouvais survivre à la trahison et à la manipulation et en ressortir indemne. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon allée. Le nom d'Adèle est apparu sur l'écran. « Salut », ai-je répondu. « Comment ça s'est passé ?»« Coupable sur toutes les accusations », ai-je dit. 3 ans de prison. Incroyable, Aurélie. Tu vas bien? Je vais mieux que bien, ai-je dit, et je le pensais. Je suis libre. Tu veux fêter ça? Je peux venir ce week-end. Je voudrais bien. Bien. Et Aurélie, je suis fier de toi. Ce que tu as fait a demandé un courage incroyable. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma voiture quelques minutes de plus, pensant au cheminement qui m'avait amené ici. Il y a 2 ans, j'étais une femme qui planifiait un mariage avec un homme qui la trompait systématiquement. J'étais naïve, confiante, complètement non préparée à la réalité de sa trahison. Maintenant, j'étais quelqu'un qui pouvait déjouer les harceleurs et les manipulateurs. Quelqu'un qui pouvait renverser la vapeur contre les gens qui se croyaient plus intelligents que tout le monde. Quelqu'un qui pouvait aider d'autres femmes à se protéger des prédateurs. Maxime avait essayé de me détruire, mais au lieu de ça, il avait créé quelque chose de bien plus dangereux pour les hommes comme lui. Une femme qui ne pouvait plus être dupée. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers mon appartement, mes talons claquant sur le trottoir. Derrière moi, l'océan s'étendait à l'infini vers l'horizon, plein de possibilités et de nouveaux départs. La vengeance était complète. La justice était rendue.
Mais plus important encore, j'étais enfin vraiment libre. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Certaines histoires se terminent par la vengeance. D'autres se terminent par la justice. Mais les meilleures histoires se terminent par la transformation. Celles qui transforment les victimes en survivantes et les survivantes en guerrières. C'était mon histoire, et j'étais enfin prête à la vivre.